Olivier Besancenot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous irez manifester demain? Oui, j'irai manifester demain, bien sûr. Avec un gilet jaune? Sans gilet jaune, parce que en tant que militant politique, j'aurais peur de faire dans la récupération. Voilà, moi j'ai essayé, comme d'autres d'ailleurs, d'être à ma place, c'est-à-dire, par exemple, localement, d'être au rendez-vous de ceux et celles qui ont initié ce mouvement et qui nous demandaient de venir en aide, de contribuer à faire participer nos traditions, notre savoir-faire, à se tenir parfois aussi à bonne distance de l'extrême droite qui cherche à infiltrer le mouvement. Voilà, et puis je pense que de toute façon, au-delà de la couleur du gilet, je crois qu'on voit bien que oui, c'est l'acte 4, mais c'est aussi la saison 2 d'un mouvement qui est en train de débuter, c'est-à-dire que ça déborde aussi le cadre des gilets jaunes. On a les lycéens, on a les étudiants qui se mobilisent. Demain dans la rue, il y aura des cheminots, il y aura des cheminotes, il y aura des salariés du privé, c'est-à-dire que là, on a une fronde sociale généralisée contre la vie chère, contre la profitation, comme disaient les Antillais en 2009, qui est en train de voir le jour. Et la question, c'est d'unifier ce mouvement. Oui, ce que vous n'arrivez pas à faire, pardon, Olivier Besancenot. Je vais revenir. Je le ferai pas avec mes petits bras musclés, de toute façon, c'est hors de ma portée. Je vais revenir sur l'avenir de ce mouvement et sur ce que les revendications que vous pourriez et que vous portez, que ce mouvement porte. Vous, Olivier Besancenot, est-ce que vous appelez demain au calme, parce que on a tout entendu, j'ai tout lu aussi, vous aussi, sur les réseaux sociaux, certains disant on va s'armer, on va aller entrer dans l'Élysée, putsch. Que répondez-vous à ces discours extrêmes? À l'injonction d'Emmanuel Macron, qui nous demande donc de parler clairement et sans ambiguïté, donc calmement, clairement et sans ambiguïté, j'appelle à ce qu'on soit, si tant est que mes appels aient une quelconque incidence sur la situation, j'appelle à ce qu'on soit un maximum de personnes dans les rues de tout le pays, de toute la société demain, qu'on soit le plus nombreux et les plus nombreuses. C'est le nombre qui nous protégera justement du degré de tension aujourd'hui que crée et que suscite actuellement le gouvernement. Donc, je ne répondrai pas aux injonctions d'Emmanuel Macron, d'abord parce que c'est pas trop mon genre en général, et puis parce qu'on savait que c'était un modèle, j'allais dire d'arrogance de classe, on sait maintenant que c'est un modèle de lâcheté, lui qui se retranche derrière son conseil des ministres, lui qui se retranche maintenant derrière Édouard Philippe qui va servir de fusible, lui qui se retranche derrière les forces de l'ordre, c'est-à-dire qu'en fait il s'est bunkérisé à l'Élysée, et il demande aux autres partis, aux autres formations politiques d'éteindre un incendie qu'il a lui-même créé. Et puis par ailleurs, moi, demain, je suis pour, autant que faire se peut, on garde le sens de la gravité, c'est-à-dire qu'on garde notre sang-froid, la sérénité nécessaire, mais aussi la détermination. Quand j'ai entendu cet appel au mot « calme », j'ai été regarder ce que ça signifie « calme ». Calme, ça veut dire sans agitation et sans bruit. Alors moi, je vous le dis, Monsieur Bourdin, il y aura de l'agitation et du bruit dans tout le pays demain, et c'est logique et nécessaire. En fait, hypocritement, il appelle à quoi? À la fin de la mobilisation. Sauf que la mobilisation, elle va continuer d'une manière ou d'une autre. Sauf que il nous faut du nombre et encore du nombre. Mais je vais en finir avec les violences. Que répondez-vous à ceux qui, sur les réseaux sociaux, par exemple, et pas que sur les réseaux sociaux, sur les ronds-points, on l'entend aussi, appellent à marcher sur l'Élysée ou marcher sur les institutions de la République ou à la violence, parce qu'il y a une violence aussi latente, évidemment. Oui, alors je ne parle pas que de la violence sociale, je parle d'une violence physique, Olivier Besancenot. Alors moi, le pillage, les violences physiques, c'est pas mon truc, c'est pas ça pour moi la révolution. Mais si vous le permettez, je vais vous répondre en citant quelqu'un qui est pas un révolutionnaire, qui est pas un gilet jaune, qui est pas un militant d'extrême gauche du tout. C'est un évêque catholique très connu au Brésil, qui s'appelle Helder Camara. Que je connais, de nom. De nom, voilà, et qui disait la chose suivante. Il y a 3 sortes de violences. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première. La troisième, enfin, est la violence répressive, qui a pour objet d'étouffer la seconde. Il n'y a pas plus hypocrite, nous disait cet évêque, que de n'appeler violence que la seconde, c'est-à-dire la violence révolutionnaire, en feignant d'oublier que la première, la violence institutionnelle, la fait naître, et que la troisième, la violence répressive, la tue. Tout ça pour vous donner à voir de la complexité de ce qu'est la violence. Évidemment. Et moi, je vous explique pourquoi, et je voudrais m'adresser à ceux qui sont énervés,
et comme beaucoup d'ailleurs, j'ai vu un sondage qui tournait, j'approuve pas, mais je comprends de plus en plus, mais je voudrais dire, il y aura pas de raccourci. Je parle pas du pillage, je parle pas de tout ça, ça c'est encore autre chose. Mais il y aura pas de raccourci au rapport de force pour faire reculer le gouvernement. Vous pensez que je vous parlais du nombre? Donc vous appelez au rapport de force demain? Mais le rapport de force, ça c'est évident, mais c'est quoi le rapport de force? Le rapport de force. Il y a le rapport de force. Le rapport de force, c'est pas ça. Voilà. Le rapport de force, c'est pas ça. C'est la démonstration. Mais oui, mais Olivier Besancenot, vous savez bien que pour beaucoup, le rapport de force, c'est la violence, c'est l'affrontement. Mais c'est pour ça que l'affrontement avec les policiers. Oui, mais moi je tomberai pas dans ce panneau qui consiste à nous mettre comme seul interlocuteur les forces de l'ordre. Et c'est pour ça que je parlais de lâcheté de la part du gouvernement, c'est que la question du dénouement, elle est politique. On va pas demander aux forces. Oui. Je vous coupe. Allez-y. Olivier, vous venez de citer l'archevêque. Et moi, je vais vous citer un policier. Allez-y. Chacun est venu avec son répertoire. Voilà, les mots d'un policier anonyme sur les réseaux sociaux. Ouvrez les yeux sur ce qui s'est passé à Paris samedi dernier. Ce n'est pas acceptable. Même avec les meilleures revendications du monde, nous ne laisserons pas la haine et la violence dominer la patrie et décider de notre sort. C'est dans notre ADN de la combattre. Vous croyez que nous protégeons un président? Mais c'est l'ordre que nous tentons de maintenir. Nous savons mieux que personne l'enfer que son contraire peut entraîner. Voilà ce qu'il dit. Mais il faut qu'il s'adresse au président Macron. C'est lui qui suscite le désordre aujourd'hui. Moi, j'ai pas le bras long dans cette direction-là. En général, symboliquement, on est plutôt d'un côté et de l'autre de la barricade, j'allais dire. Mais j'entends aussi les forces de l'ordre qui n'ont pas envie d'être là. Qui n'ont pas envie de taper sur leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins, leurs parents, leurs grands-parents, envie que la République sur nos enfants. Est-ce que vous appelez la République est mise à terre? Oui. Par qui? Mais par qui? Non. Par qui? La République, c'est quoi théoriquement? C'est une organisation démocratique où on donne la possibilité d'avoir une représentation par et pour le peuple. L'inverse donc du système monarchique qui résonne comme un monarque au petit pied, si ce n'est Macron. C'est pour ça, je vous dis... Vous voulez quoi? Qu'il parte là? Qu'il démissionne? Que l'Assemblée nationale soit dissoute? Non, mais attendez, je vous réponds étape par étape. Étape par étape. Qu'il cède, qu'il lâche du lest. S'il ne cède pas, qu'il cède sa place. Mais moi, ce qui m'intéresse pour répondre à votre question très concrètement, c'est qu'on remporte d'abord et avant tout une victoire sociale. Pas simplement l'arrêt des taxes de l'année prochaine. Le mouvement est né sur les taxes de cette année. Le diesel a augmenté de 20% cette année. Il faut baisser les taxes de cette année. Deuxièmement, ce mot que je n'aime pas, pouvoir d'achat, on va arrêter de tourner autour du pot. Ça s'appelle augmenter les salaires, les revenus, les allocations, les pensions de retraite. Donc, deux propositions, rétablir l'indexation des revenus sur les prix. Ça existait jusqu'au début des années 80. En France, on a vécu avec ça pendant 30 ans. C'est-à-dire que tout augmente, tous les prix augmentent, sauf les salaires, sauf les retraites. On rétablit ça. Et puis on augmente le SMIC. Nous on explique pourquoi on pourrait l'augmenter 300 euros net par mois. Les gilets jaunes parlent de 200. En tous les cas, et les salaires qui sont au-dessus, légèrement au-dessus du SMIC, parce que si vous augmentez le SMIC, et vous avez bien raison, mais simplement c'est l'arme légale qui permet de déclencher un processus sur les négociations obligatoires. En enlevant les charges patronales, les charges salariales sur ces salaires? Non, sûrement pas. Ça c'est la proposition et on voit toutes les limites d'ailleurs de l'extrême droite qui fait semblant d'être pour l'augmentation du SMIC, mais qui est pour en effet le faire en diminuant les cotisations. Je le dis à ceux qui nous regardent, je le répète, les cotisations sociales font partie de notre salaire. Notre salaire, c'est pas simplement ce qui va dans la poche, c'est pas simplement le salaire net, c'est aussi le salaire brut socialisé, donc nos cotisations. Je suis pour augmenter l'entièreté des salaires. Comment? En réalité, en 1982, quand l'équivalent de 100 euros de richesse était produite, il y avait 75 euros qui revenaient au monde du travail, le restant au capital. 30 ans après, il n'y a plus que 65 euros qui reviennent au monde du travail. C'est l'équivalent de 10% du PIB qui ont été transférés dans un sens toujours plus inégalitaire. L'équivalent de 220 milliards par an. Ça, si on était à ce niveau-là, eh ben oui, tous les revenus, je dis bien tous les revenus, pensions de retraités comprises, augmenteraient de 300 euros net par mois, Monsieur Bourdin. Alors on n'est pas obligé de partager l'entièreté de mes propositions, mais simplement j'ai envie de vous dire, et puis à la limite, sans faire trop de promo, comment ils vont le financer? Je m'en fous, mais ils trouveront, à une seule condition, c'est qu'en haut ils sont en panique. Vous savez, la dernière fois qu'il y a eu une augmentation de 35% du SMIC dans ce pays, c'était en mai 68. Et c'est pour ça qu'il y a une crise politique. Et c'est pour ça que je n'ai pas peur de vous dire qu'il faut jouer en effet l'élément de la crise politique. Parce que le camp social qu'a choyé Monsieur Macron depuis le début, à qui il a envoyé des multitudes de signaux et de cadeaux fiscaux, on connaît la musique, en réalité, plus que l'argent, ils craignent de perdre, c'est le pouvoir. Et dans l'histoire de notre pays,
Le moment où on a obtenu les congés payés, c'est-à-dire en 36, la sécurité sociale à la Libération, les 35% d'augmentation de SMIC en 68, ça arrivait pourquoi? Parce que ce camp social s'est dit on a plus à perdre qu'à gagner, il faut lâcher beaucoup d'argent, parce que sinon c'est même le pouvoir qu'on va perdre. Quand des gilets jaunes vous disent on veut plus de miettes, on veut la baguette, ils ont bien raison. Et si on ne nous donne pas la baguette, eh ben oui, on prendra la boulangerie. Et il est où le problème? Après tout, les richesses, c'est nous tous qui les fabriquons. Les revendications sont claires, que vous avancez sont claires. Maintenant, au-delà de la grande journée de demain samedi, il va bien falloir engager des discussions. Mais qui va les engager, ces discussions? Est-ce que le monde syndical doit reprendre la main? Les syndicats doivent être les premiers interlocuteurs du gouvernement? Ou comment faire? Comment faire? Que proposez-vous? Alors, pas reprendre la main. Même si le mouvement syndical est directement concerné, je pense qu'il y a deux choses à faire. Un, qui ne dépend pas de moi parce que je ne suis pas à l'initiative de ce mouvement. Et je suis trop bien placé, moi qui ai fait une multitude de grèves, pour pas supporter qu'il y ait des gens qui viennent de l'extérieur vous expliquer comment il faut faire. Mais il y a un problème d'organisation de ce mouvement. Les premiers au courant... Mais il y a certains barrages qui sont tenus par l'extrême droite et d'autres par l'extrême gauche. Vous le savez bien, Olivier Besancenot. Vous le savez bien. Comment non? Moi, je l'entends tous les jours sur l'antenne d'RMC. S'il y a des tentatives d'infiltration de certains réseaux de l'ultra-droite, pourquoi pas? Mais ou de l'ultra-gauche. Ou de l'ultra-gauche. Mais écoutez, moi, je suis à visage découvert. Quand j'ai besoin de dire je fais, quand je manifeste, je le fais à visage découvert. D'autres ne sont pas comme vous. Oui, mais d'accord. Vous êtes d'accord. La vision policière, ça va 30 secondes, on va répéter. C'est pas la vision policière. Écoutez, c'est la réalité. Le secrétaire d'État, ministère de l'Intérieur, nous expliquait la semaine dernière qu'il y avait 10 000 manifestants à Paris, la majorité de casseurs. Plus de 5 000 casseurs. Mais c'est plus des casseurs, c'est des émeutiers. Donc à un moment donné, ces casseurs, vous les condamnez? Non mais écoutez, est-ce que vous les condamnez? La condamnation, et je vais reconnaître deux choses, Monsieur Bourdin, pour qu'on soit clair, parce que j'en ai un petit peu ras-le-bol de tourner autour de ça depuis des semaines. Eh ben voilà, dites, premièrement, profitez-en. Premièrement, oui, le mot condamnation, ça veut dire pointer la responsabilité. Première, je n'approuve pas, mais la condamnation, c'est ceux qui en sont responsables, donc Macron, et je ne bougerai pas de cette position. Deuxièmement, on a tous notre part de responsabilité. Moi, en tant que militant, tout le monde, y compris les médias, oui, y compris les tout médias, le monde, parce que si par exemple, on l'assume cette responsabilité, plutôt de n'avoir par exemple que les mêmes images, que des mêmes violences, celles par exemple qui concernent actuellement nos lycéens et nos lycéennes de 15 ou 16 ans, ces images d'arrestation. Heureusement que vous les avez ces images, absolument. Vous en servez, vous les utilisez, non? Oui, mais j'ai pas envie d'utiliser, c'est pas le terme. J'ai vu qu'elles passaient sur votre écran ce matin. Bah oui, elles sont passées. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence? Parce que la presse est libre, voilà pourquoi elles sont passées. Moi je suis pour ça, il n'y a aucun problème, mais je vous dis simplement, vous voyez l'impact que si ces images circulent pendant une semaine, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que là, concrètement, on a des visages. Vous n'êtes pas content quand des images de casseurs circulent, si je comprends bien. Non, simplement quand on quand on appelle à mon sens de la responsabilité, j'aime bien renvoyer l'ascenseur. Et je profite de votre invitation ce matin pour dire aux forces de l'ordre que vous citiez tout à l'heure, n'utilisez pas les flashballs sur nos gamins de 15 ou 16 ans. Il y a un débat à l'Assemblée pour savoir s'il faut interdire ou pas la fessée sur les mineurs. La fessée sur les mineurs, ils veulent légiférer. Je sais pas s'il faut le faire, je m'en fous, mais au moins qu'ils prennent la responsabilité de ne pas utiliser les flashballs. Il y a des visages d'enfants qui ont été défigurés. Et quel est le piège? Et c'est la dernière carte du gouvernement. C'est de nous faire peur. C'est de nous faire peur. C'est que là, il y a des familles qui se disent « ça va trop loin, je veux plus en être ». Qu'il y ait moins de monde dans les rues demain. Et donc, du coup, un gouvernement qui dira « c'en finit ». Mais vous avez raison sur un autre... Voilà. Je voulais répondre là-dessus, absolument. Alors, demain, c'est une chose, mais l'après-demain, il va bien falloir discuter avec le gouvernement, celui-là ou un autre. Il va falloir discuter, Olivier Besancenot. Donc là, vous aviez raison. Le problème de l'organisation et de la structuration du mouvement, mais je crois que les premiers convaincus, c'est les Gilets jaunes qui commencent à se poser le problème d'avoir une forme de délégation. Et moi, j'ai confiance en l'intelligence humaine et je pense que ça se fera. Vous parliez des organisations syndicales. Qui, d'après ce que j'ai compris, se sont réunis pour y compris proposer que leur service d'ordre soit à disposition. D'ailleurs, ils participeront au débat qui sera organisé à partir du 15 partout en France, dans les territoires. Ils participeront. Ils sont utiles, ces débats. Le 15, c'est tellement loin. Samedi prochain. Ce qu'il faut, c'est un ultimatum. C'est ça qu'il faudrait, en réalité. Je vous le dis en même temps que je pense, là. Il faudrait que les organisations... Alors, il faudrait, c'est pas moi de le dire, là non plus. Mais que les organisations syndicales se réunissent demain, disent Macron, il va parler la semaine prochaine, il est en visite officielle en France, ça y est, il va parler. C'est délirant, ça fait plus d'une semaine. Une semaine. Mais pour dire quoi? Mais qu'il annonce des mesures concrètes sur, par exemple, l'augmentation des salaires. C'est à lui de le dire, il est en différé. Vous savez, dans ces séquences-là, il se passe finalement en une journée ce qui se passe d'ordinaire en une semaine.
Et il se passe en une semaine ce qui se passe d'ordinaire en un mois, etc. Il y a une accélération du temps. Et lui, il est en différé sur tout. Donc on est obligé de le brusquer. C'est ça le rapport de force. Oui, un ultimatum qui dirait Emmanuel Macron, on vous donne 2 jours pour faire des annonces fortes. Si c'est pas le cas, nous, organisations syndicales, on appelle à la grève générale. Au moins une journée. Il y a une journée d'action vendredi prochain, le 14, si j'ai bien compris. Pourquoi ne pas dire CGT. Oui, pourquoi ne pas dire à tout le pays, mais arrêtons les bisbilles syndicales, les élections c'est terminé. Mais vous savez que beaucoup sur les barrages ne veulent pas des syndicats. Écoutez, c'est pas le cas partout. Pas partout, mais beaucoup n'en veulent pas. Eh ben oui, moi écoutez, modestement, humblement, je voudrais dire aux Gilets jaunes qu'ils auront besoin du mouvement ouvrier. Oui, il y a le discrédit des organisations syndicales, des organisations militantes, moi compris. Vous savez pourquoi le discrédit? Parce que les organisations syndicales sont financées par notre argent, vous le savez bien. Les échecs des mobilisations successives. Mais à l'inverse, je voudrais dire aux Gilets jaunes que sans cette mobilisation à un moment donné, sans cette alliance, moi je suis pas pour un rapport de subordination, je suis pour travailler d'égal à égal, sans forme de paternalisme. On aura besoin de plus de monde, et pour qu'il y ait plus de monde, il faudra que tout le pays... Tiens, mais vous appelez à la discussion ce matin. Moi j'appelle à la mobilisation ce matin, d'accord? Chaque chose... Vous appelez à la mobilisation demain et à la discussion après-demain. Moi je vous parle de demain. Et après-demain, s'il y a des négociations, il faudra que ça se fasse sur quelque chose. Mais en tous les cas, les négociations, ça se fait jamais à froid, sur la base de sourires ou de menaces. Ça se fait sur la base d'un rapport de force. Et peut-être, on ne sait pas. Là, en fait, on est à une bifurcation. On est à une bifurcation. Soit le mouvement fait un acte 5, acte 6. Parce que le mouvement se scinde entre les plus extrémistes soit c'est la saison 2, et les plus modérés, vous le savez bien. Et puis peut-être que l'histoire retiendra, Monsieur Bourdin, que finalement, le mouvement des Gilets jaunes a été l'équivalent du mouvement étudiant en mai 68. Parce que le gouvernement a commencé à céder. Et vous savez, quand on commence à céder, c'est ce qu'on appelle, vous savez, le symptôme du pied dans la porte. Il y avait une porte qui était barricadée, on a mis un pied. Alors maintenant, la porte, on va l'ouvrir en grand. C'est comme ça. C'est trop tôt. C'est trop tard. Il y a une discordance des temps. Ça craque en haut, ça se mobilise en bas. Mais pour ça, 68, oui, il y avait des barricades. Et je vous le dis bien dans les yeux, des fois des barricades, il en faut. Mais il y avait des millions et des millions de grévistes en 68. Pour bloquer l'économie et établir ce rapport de force dont je vous parle, il faut des barricades demain dans Paris. Non, je vous parlais justement de la suite. Je répondais à la suite. D'accord. Je répondais à la suite. D'accord. C'est-à-dire que les barricades n'ont pas suffi en 68. Non. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a eu la nuit des barricades. Le Premier ministre est arrivé, il a rouvert la Sorbonne. Ça a redonné un sentiment de victoire, un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire ce premier gel. Mais aujourd'hui, on veut plus que le gel, on veut dégeler les salaires. C'est l'annulation même des taxes. Mais voilà, nous, ce qu'on veut, c'est dégeler les salaires et les revenus. Et peut-être que cette confiance collective fera qu'il y a un appel au fait que on s'arrête tous et toutes. Et j'en profite pour m'adresser à tous ceux qui nous regardent, parce que des discussions, la clé de ce mouvement, c'est que tout le monde parle. Mais on vit trop par procuration. Moi, au café, autour de moi, au boulot, tout le monde dit « Ouais, je suis solidaire. » Mais il faut que chacun fasse un peu. Les gilets jaunes seuls pourront pas y arriver. Et pendant ce temps-là, on va marcher pour le climat. Pas pendant ce temps-là, précisément, vous avez vu qu'il y en a... Olivier Besancenot, je vous dis ça parce que quand même, sur beaucoup de barrages, j'entends dire le climat, on s'en fout, c'est pas l'urgence. Moi, j'attends pas ça, moi. Moi, je l'ai entendu. On entend peut-être parfois, mais oui, en tous les cas, souvent même. Mais en tous les cas, moi, je n'oppose pas l'urgence sociale à l'urgence écologique. Vous avez vu qu'il y a un appel qui a été signé par de nombreuses personnes ce matin à l'initiative d'Attaque et de Copernic, précisément pour dire oui, on va marcher contre le réchauffement climatique en convergence avec le mouvement des Gilets jaunes. Ça veut dire qu'il faudra que chaque citoyen fasse des efforts. Oui, mais il faudra riche ou pauvre. Oui, mais il faudra d'abord. Grand ou petit. Oui, mais il faudra d'abord taxer les vrais gros pollueurs. Et quand je vois Monsieur Bourdin qu'en pleine mobilisation, on raccorde de nouveau du crédit impôt compétitivité emploi à un groupe comme Total qui fait 9 milliards de bénéfices, 39% d'augmentation, 20 milliards depuis 2014, sauf à me dire que Total ne pollue pas, qui en prime touche l'argent de nos impôts, c'est-à-dire le crédit impôt compétitivité emploi, et qui ne crée même pas d'emploi. Je me dis qu'il y a un gros problème et que l'argent de nos impôts ne va pas là où il devrait aller, c'est-à-dire au service public. Alors, vous avez raison, c'est un mouvement hétéroclite, on entend tout parfois et son contraire, mais j'entends aussi que c'est pas le ras-le-bol fiscal, mais simplement un mouvement contre l'injustice fiscale, qu'on n'est pas contre payer d'impôts si l'impôt permettait de répartir les richesses, qu'on prenne au nanti, qu'on prenne au profit des multinationales comme Total et des banques dont on ne parle plus, qui ont beaucoup d'argent. Parce que c'est marrant quand même dans ce pays, dans la classe politique. Quand on dit qu'il faudrait récupérer l'argent qu'on a donné à tout cela, on nous dit c'est l'incursion dans la propriété privée. Elle est belle celle-là. Mais quand on a donné tout l'argent de nos impôts aux banques, les plans de sauvetage au moment de la crise financière,
personne ne s'étonnait du fait que l'argent de nos impôts pouvait aller dans cette direction-là. Si on a donné l'argent dans cette direction-là, on doit pouvoir le reprendre pour satisfaire nos besoins. Ce que je suis en train de vous dire, plutôt que de tourner en boucle pour savoir si oui ou non il faut l'état d'urgence sécuritaire, c'est l'état d'urgence social qu'il faut et écologique. C'est ça qu'il faut décréter. Bien, merci Olivier Besancenot d'être venu nous voir ce matin, RMC et BFM TV.